Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. De nombreuses entreprises mettent présentement sur pied des projets qui auront un impact significatif sur notre région, qui a déjà beaucoup exploité l'amiante et dont les résidus existent de part et d'autre. On parle beaucoup, entre autres, d'économie circulaire, de diverses utilisations des résidus miniers et des projets de captage de CO2. C'est dans cette optique que s'inscrit Exterra Solutions Carbone. Et pour en discuter, nous allons nous entretenir avec son président, directeur général et cofondateur, M. Olivier Dufresne. Bonjour, M. Dufresne. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. C'est un immense plaisir de notre côté. Comment a débuté l'aventure d'Exterra Solutions Carbone? L'aventure a débuté quand je dirais l'idée a débuté quand j'étais assez jeune. Je suis un gars qui vient de Rouyn-Noranda, puis j'ai grandi autour de l'industrie minière. Okay. Fait que j'ai réussi à voir, dès le départ, à quel point c'était difficile d'être durable dans nos approches avec l'industrie. Ça coûte toujours plus cher. Puis, c'est une industrie qui génère énormément de résidus. Depuis un tout jeune âge, j'ai voulu changer ça. J'ai étudié en ingénierie des mines. Puis en 2021, j'ai travaillé dans plusieurs mines à travers l'Amérique du Nord. Puis en 2021, avec mon cofondateur, qui partage la même mission que moi, les mêmes valeurs que moi, on a débuté Exterra Solutions Carbone pour développer des technologies pour réduire les résidus générés par l'industrie. Comment l'idée a-t-elle germé au départ? Surtout la captation de CO2, quand même, c'est quelque chose que on n'entendait pas parler avant quelques années, finalement. Ouais, écoute, on a étudié pendant longtemps les différentes méthodes on sait qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, il faut en capturer, puis il faut l'envoyer à quelque part, il faut le capturer. Puis on regardait les projets qu'il y avait un petit peu partout à travers le monde de séquestration. C'était tout souterrain. C'était tout dans des endroits où il y avait exploité des énergies fossiles dans le passé. Fait qu'il y avait une très bonne compréhension de leur sous-sol, une très bonne compréhension de combien de CO2 ils pourraient envoyer sous terre dans ces formations géologiques-là. Puis quand on regarde un endroit comme le Québec où il n'y a pas eu nécessairement cette exploitation d'énergie fossile, puis cette bonne compréhension de notre sous-sol en termes de pouvoir injecter à haute pression du CO2 dedans. On s'est dit, il y a sûrement une meilleure façon de le faire, une façon adaptée au Québec puis qui est plus sécuritaire. Donc, on a réalisé que les résidus miniers qui contiennent du magnésium ou du calcium absorbent naturellement du CO2. Mais malheureusement, ils absorbent ça très, très lentement. Donc, on a développé des technologies qui nous permettent d'extraire ce magnésium ou ce calcium-là de plusieurs différents types de résidus. Puis, une fois qu'on l'a extrait, on le combine avec du CO2 pour générer un carbonate qui est stable. Dans le fond, on fait de la craie d'escalade. C'est vraiment ça, le produit fini, une fois que le CO2 est minéralisé. Puis ça peut garder le CO2 pendant pratiquement des millions d'années sous forme rocheuse. Puis ça permet de le stocker de façon sécuritaire à la surface, en même temps de faire la réhabilitation des sites miniers. Okay. Est-ce que l'entreprise a d'autres secteurs d'activité ou c'est principalement sur ça que vous vous consacrez finalement? Dans le fond, on opère vraiment dans tout ce qui est les technologies d'extraction minérale. Donc, les résidus, c'est une bonne source, c'est une source qu'on a beaucoup, puis c'est un problème qu'on veut régler aussi. Donc, c'est à ça qu'on s'attaque en premier. Okay. Mais on a deux technologies, puis nos technologies nous permettent d'extraire aussi les produits de valeur qu'il y a dans ces résidus-là. Donc, on est à la fois dans la séquestration de CO2, mais la base de l'entreprise, c'est une technologie qui permet d'extraire plusieurs différents types de métaux de plusieurs différents types de soit résidus ou de nouvelles mines. OK. Je pense que les entreprises depuis 2021 ont quand même pris une expansion assez incroyable. Ouais. Combien de personnes composent l'équipe d'Exterra présentement? Donc, on est une équipe de 14 présentement. C'est vraiment une gang super motivée d'ingénieurs, majoritairement du domaine minier, de scientifiques. Puis aussi, on a une équipe beaucoup plus légale, environnement, puis tout ça. Donc, on est chanceux d'avoir une équipe aussi forte. C'est vraiment notre
Ben, c'est la chose dont je suis le plus fier en premier. Ensuite, c'est les technologies qu'on peut développer avec cette équipe-là, mais c'est une équipe super agile qui avance très, très rapidement puis prudemment aussi. Et vous, quel est votre rôle dans l'entreprise en tant que président, directeur général et cofondateur? Ben mon rôle, c'est un peu d'être le capitaine du bateau, je dirais. Là. C'est de m'assurer que tout le monde rame dans la même direction. Puis que nos valeurs et la mission de l'entreprise sont reflétées dans toutes les actions qu'on prend. En termes de, à chaque jour, la majorité de qu'est-ce que je m'occupe, c'est tous les partenariats stratégiques puis le financement de l'entreprise. Comme on sait, développer des mines, c'est quelque chose qui demande beaucoup de capital. Donc, entretenir des relations avec des investisseurs puis aller chercher les nouveaux investisseurs qui voient dans la même direction que nous pour notre vision puis qui vont être des bons supporters. C'est la majorité de ce que je fais tous les jours. OK. Mais j'imagine que avec les projets qui se développent, l'équipe est amenée aussi à grandir. Hein? Oui, c'est définitivement que l'équipe va grandir, surtout quand on va être rendu à construire notre premier projet commercial. On parle d'un minimum de 150 emplois qu'on voit pour cette première usine-là. Puis l'objectif, évidemment, c'est d'avoir plus qu'une usine au Québec, mais aussi à travers le monde. Okay. Parlant d'objectifs, quels sont les objectifs concrets à court ou moyen terme de votre côté? L'objectif d'Excellence, c'est vraiment de transformer le secteur minier québécois en acteur de la lutte contre les changements climatiques. On veut faire ça en créant de la valeur ici pour nos communautés, pour le Québec, puis en développant de la propriété intellectuelle qui peut faire rayonner le Québec à l'extérieur aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment focusé sur bâtir et commercialiser nos technologies à travers notre premier projet qui est le Hub 1. Puis ensuite, on commence déjà à établir un pipeline de projets, disons, au Québec, mais aussi à travers le monde où notre technologie peut apporter beaucoup de valeur. Derrière tout ça, derrière la séquestration du carbone, il y a quand même toute une technologie qui s'active finalement. Ouais. Pouvez-vous nous en parler un peu de comment ça se passe? Oui, donc on a deux technologies. La première, on l'appelle la LOW, en anglais Low Carbon Oxide from Waste. Donc, c'est une technologie qui utilise des équipements matures. Donc, ça, c'était vraiment un de nos gros objectifs, c'est d'utiliser des équipements qui sont déjà là sur le marché pour qu'on puisse construire plus rapidement. Ça ne dépend pas de nouveaux équipements, de nouvelles technologies nécessairement. Donc, on utilise de l'acide dans ce procédé-là pour, premièrement, détruire 100% des fibres complètes. On sépare c'est plus des fibres après qu'elles aient touché à notre acide. Puis ensuite, l'acide nous permet de dissoudre les différents métaux d'intérêt puis de les séparer en produits. Donc, la particularité de ce premier procédé-là, c'est qu'on régénère au-dessus de 95% de l'acide qu'on utilise, ce qui permet d'avoir une empreinte carbone très, très faible. Puis, c'est un procédé qui est 100% électrifiable. Donc, qu'est-ce qui sort de ce premier procédé-là? C'est de la silice, du nickel, puis de l'oxyde de magnésium. Ensuite, l'oxyde de magnésium, on peut le vendre comme produit bas carbone. En ce moment, on est les seuls dans le monde à pouvoir faire un oxyde de carbone carboneutre. Okay. Mais on peut aussi l'envoyer vers notre deuxième technologie. Celle-ci est installée à côté des grands émetteurs du Québec. Donc, nous, on transporte la roche, on minéralise le CO2 avec cette deuxième technologie-là qui s'appelle le ROC. Puis c'est une technologie qui est assez simple, qui prend pas beaucoup de place non plus, puis qui nécessite pas beaucoup d'eau ni d'énergie. OK. C'est quand même très intéressant. Si j'ai bien compris, en fin de compte, il y a comme un double processus d'élimination du dioxyde de carbone puis de production ou d'extraction de minéraux critiques. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Donc, la première, l'extraction de minéraux critiques à faible empreinte carbone, puis la deuxième utilise un des produits pour minéraliser le CO2 de façon sécuritaire. On parlait des minéraux tantôt, justement, que vous allez extraire finalement, et que sont tous des minéraux d'intérêt, je crois bien. Oui. Ça va être réutilisé, ça va être vendu. Ça va être quel usage, d'après vous, que ça va, qui va pouvoir être employé avec ces minéraux-là? Oui, donc, notre objectif, c'est de valoriser 100% de ce qu'il y a dans les résidus. En ce moment, on est à au-dessus de 90, donc on est vraiment bien positionné pour arriver à 100%. Mais les trois produits qu'on fait, la première, c'est la silice. Donc, cette silice-là est particulière parce qu'elle peut être utilisée comme remplacement de ciment dans le béton.
Donc, on travaille déjà avec les plus grandes cimenteries au Québec. Ils veulent avoir ce matériel-là pour réduire leurs émissions. Puis, ça permet de faire des matériaux de construction plus verts. Le deuxième produit qu'on fait, c'est un produit intermédiaire de nickel, donc destiné à la production de batteries. Donc, ça va être vendu à différents groupes qui peuvent le rendre jusqu'à 1 grade de batterie pour aller dans les cathodes. Puis, le dernier, c'est l'oxyde de magnésium, comme je mentionnais plus tôt. Une partie va être vendue à l'industrie à cause que, en ce moment, l'apport en oxyde de magnésium pour les différentes industries qui l'utilisent, il y a énormément d'émissions rattachées à la production d'oxyde de magnésium. Donc, il y a un grand besoin, puis un intérêt de plusieurs acheteurs d'aller chercher de l'oxyde de magnésium de haute pureté à très, très faible empreinte carbone. Puis, il y a aussi une partie qui va être envoyée chez des émetteurs, surtout des émetteurs qui ont des émissions difficiles à décarboner, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs climatiques puis de décarboner leurs opérations. Est-ce qu'il existe des défis en lien avec vos projets, finalement? Peut-être énergétiques, des choses comme ça? C'est sûr qu'il y a tout projet d'innovation a énormément de défis. C'est ça qui nous motive à tous les jours de se lever et de travailler sur ces défis-là. Là. Mais premièrement, c'est qu'il faut prouver la fiabilité de la technologie à grande échelle. Donc, on a fait on a passé du laboratoire, on a passé près d'1 an en laboratoire. Maintenant, ça fait 1 an qu'on fait des essais en pilote semi-continu. On vient de débuter notre usine pilote en continu. Donc, c'est vraiment faire les bonnes étapes, pas sauter d'étapes, parce que sinon, ça coûte vraiment plus cher dans le futur. Donc, on veut faire les bonnes étapes pour prouver la fiabilité de notre technologie. Évidemment, obtenir les permis nécessaires, c'est aussi un défi. On travaille très fort là-dessus. Puis, bâtir la confiance aussi avec la communauté dans laquelle on va s'établir là, pour avoir ce support de la communauté-là. Je peux dire que dès le départ, on a eu un très grand support, ce qui est super, puis ce qui est inédit, disons, dans le domaine minier. Mais c'est sûr que travailler avec des résidus qui causent un problème, ça l'aide de ce côté-là. Là. Vous avez le soutien à ce moment-là des entreprises et de tout le secteur, finalement. Oui, c'est un soutien c'est un soutien qu'il faut. On continue d'informer, on continue d'être super transparent, puis on veut à la fin de la journée, on bâtit une relation à long terme avec les communautés dans lesquelles on travaille. Vous avez effectué diverses rondes de financement. La dernière, je pense, c'était pour 20 millions de dollars quand même, qui vous permettent finalement d'avancer dans vos projets, c'est bien ça? Oui, on a fait plusieurs rondes de financement depuis le début, là, dont notre série A qu'on a clôturée en début avril cette année. On est vraiment, ça va nous permettre de franchir les dernières étapes pré-commerciales, disons, qui nous mettent dans un bon endroit pour lever les fonds pour le projet commercial. Vous êtes quand même, il y a différentes rondes. Il y en a eu combien au fond? On a eu 3 rondes de financement en équité. Okay. Donc ça, c'est notre 3e. Puis, on a aussi appliqué à plusieurs subventions gouvernementales qu'on a eues. Là. En tout, on a levé 32 millions depuis les débuts de l'extérieur. Un mélange finalement aussi. Il y a quand même du financement institutionnel et privé à travers ça. Oui, exactement. Surtout au début, c'était beaucoup de gens de l'industrie minière, des capitaux privés. On a des fonds de capital de risque, des investisseurs individuels. Puis aussi des fonds institutionnels comme récemment la BDC, Investissement Québec qui nous supporte aussi depuis le début. Puis une grosse firme de capital de risque aux États-Unis qui s'appelle Clean Energy Ventures a participé à notre dernière ronde de financement là, avec des investisseurs stratégiques japonais et turcs. Donc le projet va être mondial à un certain moment. Il était prêt à l'être. On voit vraiment ce projet-là comme la vitrine qui va nous permettre d'étendre l'applicabilité de notre technologie à d'autres résidus à travers le monde, puis vraiment de pouvoir avoir un grand impact sur l'industrie minière mondiale. Y a-t-il des partenariats stratégiques qui ont été établis avec des grands émetteurs de carbone du Québec présentement? Présentement, on est en discussion avec plusieurs émetteurs industriels. C'est certain que c'est difficile. C'est toujours difficile à cause que le prix du carbone est très bas, puis c'est quelque chose qui demande un investissement. Donc, des discussions avancent très bien. On a notamment fait un partenariat avec BASF, le géant
de l'industrie chimique qui a des technologies de capture pour plusieurs différents types d'émissions. Puis, on intègre la minéralisation avec leur propre technologie, ce qui offre un système vraiment tout en un pour n'importe quel émetteur dans le monde. Donc, on avance très bien de ce côté-là, mais on n'a pas encore annoncé publiquement c'est qui nos partenaires à côté CO2. OK. Il y a d'autres projets, d'autres ententes qui seront conclues finalement. Oui, c'est des négociations qui prennent du temps. On veut s'assurer de faire les bonnes étapes au bon moment. Puis, mais il y a définitivement énormément d'intérêt là. Puis on ressent vraiment le besoin des entreprises, surtout celles difficiles à décarboner, d'implémenter ce genre de technologie-là. Il existe, je crois, des crédits d'élimination du carbone. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, donc en gros, à chaque fois qu'on capte ou qu'on séquestre une tonne de CO2, donc on prend notre oxyde, on le minéralise avec du CO2, puis on forme un carbonate de magnésium. On peut générer un crédit carbone qui est certifié. Dans le fond, qu'on a débuté, etc., la première chose qu'on a faite, c'est d'établir les protocoles pour faire la comptabilisation, pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on minéralise une tonne, on peut directement mesurer que chaque tonne de CO2 a bel et bien été séquestrée. C'est vraiment l'avantage d'avoir des roches à la surface, mais ça, on peut le tester directement. Puis, ça nous permet de générer des crédits carbone de très haute qualité. On a notamment prévendu tous nos crédits carbone qu'on va générer durant les opérations pré-commerciales à un groupe d'acheteurs qui s'appelle Frontier Climate, dans lequel fait partie Meta, Alphabet, JP Morgan, McKinsey, plusieurs grandes entreprises mondiales qui investissent pour s'assurer qu'il y a un marché pour ces crédits carbone-là, puis nous permettre aux gens comme nous de passer à la grande échelle avec leur technologie. Ça doit être important aussi à ce niveau-là comme financement pour l'entreprise quand même. C'est sûr que c'est un autre levier finalement pour vous. Ouais, c'est un autre levier, puis c'est vraiment la beauté de notre procédé. Là, on est à la fois, il y a l'aspect carbone, mais il y a aussi, étant donné qu'on veut valoriser le plus possible les minéraux contenus dans les résidus, on a aussi la flexibilité d'aller dans un marché plus de commodités, si on veut, là, vendre de la silice, vendre du nickel, puis vendre une partie de notre oxyde de magnésium dans le marché. Donc, cette flexibilité-là, ça a été un très bon levier pour pouvoir clôturer notre dernière ronde de financement, entre autres. On a parlé beaucoup de financement, mais je crois qu'il est important de souligner les impacts environnementaux de tous vos projets, finalement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc c'est sûr que l'impact le plus important, c'est la réhabilitation des sites miniers puis neutraliser les fibres d'amiante qui restent dedans. Ouais. C'est transformer ce problème environnemental-là en ressources utiles, puis en permettant aussi aux émetteurs du Québec d'avoir un accès à la séquestration de carbone. Donc, c'est un projet qui nettoie l'air, valorise les résidus, puis qui donne une nouvelle vie à ces sites miniers-là. En termes de chiffrés, là, on prévoit que notre première usine commerciale va éviter ou séquestrer jusqu'à au-dessus de 400 000 tonnes de CO2 par année, ce qui est immense. Je vous avouerai qu'en région, des résidus miniers, ce n'est pas ça qui manque. Il y a eu récemment le Congrès international de requalification des friches industrielles aussi. Mm-hmm. On regarde la superficie des mines qui sont situées, mon Dieu, presque au centre-ville, à Thetford-Mines. C'est la grandeur, finalement, de la ville en elle-même. Là. Mon Dieu, ouais. Non, c'est sans compter tout ce qu'il y a autour, en plus. Oui, il y a environ 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés au Québec. Okay. Si on prenait ces tonnes-là... Ils se divisent entre Val-des-Sources et Thetford-Mines, finalement. Oui, exactement. Si on prenait toutes ces tonnes-là et on les mettait dans des camions de mine, des gros camions, on ferait le tour de la Terre 3 fois. Donc, on a beaucoup. Il y a beaucoup de... Quand on y pense, oui. Oui. Non, c'est fou de penser à ce visuel-là. C'est tout un programme que vous avez. Quelles sont les différentes étapes? Vous avez commencé finalement par le laboratoire, comme vous dites. Maintenant, vous en êtes à quel niveau? Oui, donc, on a débuté en laboratoire, comme je disais. On a eu la chance de pouvoir utiliser le centre SIMS à Val-des-Sources, qui avait beaucoup d'équipements. Comme je disais, on utilise des équipements très communs là, dans l'industrie minière. Donc, on a pu faire notre pilotage semi-continu ou en batch, comme on dit, au SIMS. Donc, on travaille encore au SIMS sur
l'optimisation, si on veut, mais on a fait près d'un an d'essais en batch pour optimiser, fine-tuner, assurer que la technologie est super fiable avant de passer à la prochaine étape, qui est, c'est là qu'on est maintenant. On fait l'opération en continu. Donc, c'est l'opération pilote en continu. Ça va nous donner toutes les datas nécessaires pour compléter notre deuxième étude d'ingénierie. Donc, on va de plus en plus détailler. On a terminé notre première étude d'ingénierie récemment aussi au début de l'année. Une fois que les opérations pilotes en continu sont terminées cette année, on va bâtir une usine de démonstration l'année prochaine, donc qui va être un modèle réduit, disons, de 100 fois plus petit que l'usine commerciale. Ça va demander des investissements importants, mais ça va nous permettre vraiment de dérisquer le plus possible la technologie pour être prêt à passer à l'échelle commerciale. C'est une étape que beaucoup de différentes mines ne font pas. Mais le problème, c'est si tu réalises qu'il y a des choses qui marchent pas à l'usine commerciale, ça coûte 10 fois plus cher comme erreur. Donc, on veut s'assurer de faire les bonnes étapes, puis c'est ce qui nous reste comme étape. Donc, la prochaine étude d'ingénierie, l'étude d'ingénierie finale, puis la démonstration l'année prochaine. OK. Le projet pilote, présentement, il est en action depuis un certain temps, je crois bien. Mm-hmm. En 2024, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Il est effectué à quel endroit? Il est effectué à Val-des-Sources. Donc, c'est le centre d'innovation pour les matériaux de la MRC des Sources. C'est notamment un endroit que Alliance Magnésium Tergeo utilisait dans le temps pour faire des tests. Ils ont de l'expertise locale, puis un laboratoire aussi juste à côté pour nous permettre d'itérer très rapidement. Là. Ça a vraiment été un super levier pour nous de pouvoir avoir accès à ces installations-là. Par la suite, je pense que ça va être le Hub 1 qui va être construit. C'est finalement l'usine test, si je comprends bien. Oui, le Hubber, j'appellerais plus ça l'usine test rendu là. Ça, on parle d'un projet d'au-dessus de 500 millions d'investissements. Là. Donc, ça va être notre première usine commerciale, puis ça va vraiment être la vitrine, la vitrine à grande échelle qui va traiter jusqu'à 300 000 tonnes au-dessus de 300 000 tonnes de résidus par année. Puis qui va produire énormément de silice, au-dessus de 100 000 tonnes, au-dessus de 100 000 tonnes d'oxyde de magnésium, puis environ 600 tonnes de nickel. C'est ce qu'on vise en ce moment pour la première usine commerciale. Celle-ci est prévue pour 2027, je crois bien. Oui, si tout va bien, notre objectif, c'est de débuter la construction en 2027 pour entrer par la suite en production commerciale. OK. Avez-vous une idée à quel endroit vous allez l'établir? Ça, on est en train de finaliser le tout. Cet été, parce que dans le fond, on voulait s'assurer que la technologie fonctionne pour tous les résidus miniers amiantés du Québec. Donc, on a sécurisé une option sur des résidus à Thetford. On a aussi sécurisé la même chose avec Val-des-Sources. On a fait tous nos tests avec les deux. À la fin de la journée, les piles sont très, très similaires en termes de composition chimique. Là. Donc, on est en train d'évaluer les deux sites. Cet été, on va pouvoir annoncer c'est où le premier site va être. Mais dans tous les cas, notre objectif, c'est d'avoir plus d'une usine ici au Québec puis de passer à travers 800 millions de tonnes à 300 000 tonnes par année. Là, ça en fait des centaines d'années pour passer à travers. Donc, l'objectif, c'est de bâtir des usines plus grosses une fois que la première usine est établie puis fonctionne très bien. Puis, c'est d'avoir des usines dans tous les endroits où il y a des résidus miniers amiantés. Vous avez mentionné à un certain moment avoir fait vos devoirs et appris des échecs d'autres entreprises comme Magnolia, par exemple, qui a été quand même célèbre mais éphémère d'une certaine façon. Qu'est-ce qui a été réalisé de votre côté afin d'assurer la viabilité à long terme de ce projet-là? Donc, c'est sûr que comme je disais, pas passer par-dessus des étapes, c'est super important dans le développement du procédé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Mais surtout, quand on regarde des projets comme Magnolia, c'était des super beaux projets, ça fonctionnait extrêmement bien, puis ils ont développé des technologies novatrices pour le faire aussi. Donc, il y a eu énormément de bien qui s'est fait avec Magnolia. Ça a vraiment prouvé qu'on peut opérer sécuritairement, puis on peut produire des métaux de valeur à partir de ces résidus-là. En fait, la journée, ils n'ont pas été chanceux, disons, à cause que le métal de magnésium est majoritairement contrôlé par la Chine. Puis s'ils décident d'en produire plus, ben les prix vont descendre. Puis c'est exactement ce qu'ils ont décidé de faire
En fait, il n'y a aucune production de métal de magnésium en Amérique du Nord maintenant. C'est vraiment tout contrôlé par la Chine. Donc, c'était une force de marché qui a causé, si on veut, l'arrêt de l'usine de Magnolia. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Mais c'est essayons d'avoir un produit qui peut avoir, un produit de magnésium qui peut avoir plusieurs usages. Donc, c'est sûr que l'oxyde de magnésium, on peut le vendre à quelqu'un qui va faire du métal de magnésium. On peut le vendre à quelqu'un qui l'utilise comme oxyde de magnésium ou on peut l'utiliser pour séquestrer du carbone. Donc, ça nous donne plusieurs options de marché. Puis, on voulait aussi se focaliser notre technologie pour qu'elle nous permette d'extraire plus de valeur puis d'avoir différents produits. Donc, comme je mentionnais, la silice, le nickel et le magnésium. Le fait d'avoir ces trois produits-là, ça réduit la sensibilité qu'on a à un seul marché. Puis ça va nous permettre de pouvoir opérer pendant très longtemps sans être, disons, assujetti à 100% à un seul marché. Finalement, pour parler de la région de Thetford, parce qu'on s'intéresse quand même ici de notre côté beaucoup à ça, l'établissement d'une usine, finalement, est-ce qu'il y a d'autres projets qui pourraient être faits aussi ou c'est la séquestration va se faire quand même, j'imagine, dans les tunnels ici aussi? On vise à déployer notre technologie à Thetford dans les prochaines phases, c'est certain. Puis on sait que la région a un potentiel énorme. Puis on veut s'implanter dans les deux régions pour apporter des emplois, revitaliser les sites miniers puis créer de la valeur locale. Il y a une grande force en recherche puis en opération pilote là, avec Chemitech puis Coalia dans la région de Thetford. On a travaillé étroitement avec eux. On continue de travailler avec eux. Donc, notre objectif, c'est de pas juste avoir un projet, mais aussi de continuer de développer puis optimiser la technologie, développer de la propriété intellectuelle puis développer du talent dans la région de Thetford. Donc, à long terme, c'est une usine, mais c'est aussi tout un écosystème d'avancement de technologie minière propre. Mais en effet, ça va être d'une grande importance finalement des projets comme le vôtre pour la région. Oui, c'est capital, c'est certain. Ça signifie énormément d'emplois de qualité, des emplois à long terme, puis une relance économique durable, surtout là, diversifier l'économie. Je sais qu'il y a dans les deux régions, le fait d'arrêter la production d'amiante, ça a eu un impact énorme. Oui, donc, cet héritage minier-là va pouvoir être un moteur de relance aussi, puis de diversification économique. Puis à la fin de la journée, une fois que les piles sont plus là, mais ça donne aussi plus de terrain pour faire plus de choses. Là. Donc, c'est certain qu'on voit un futur sans piles avec beaucoup plus de terrain qui peuvent être utilisés. Parce qu'au fond, il n'y a pas juste Thetford Mines, il y en a un peu partout autour en plus. Ouais. Mon Dieu, ça risque d'être quelque chose vraiment d'important. De quelle façon vous croyez que nos anciennes industries minières pourront être mises à profit dans un cadre d'économie circulaire, finalement? Nos anciennes mines sont vraiment pleines de potentiel. Puis, une technologie comme la nôtre, on peut vraiment donner une deuxième vie à ces sites-là en utilisant les résidus comme matière première, puis en s'assurant que à la fin de la journée, une grosse raison pourquoi on voulait faire plusieurs produits, c'est plus compliqué, c'est certain, mais on veut pas juste prendre le magnésium puis laisser 60% de qu'est-ce qui reste en résidus encore. Là. Ça règle une partie du problème, mais pas tout le problème. Donc, la vision comment ils vont pouvoir mettre à profit, c'est en pouvant extraire toute la valeur de ces résidus-là puis pouvoir donner des produits bas carbone aux différentes industries du Québec pour les aider à se décarboner puis aller vers un futur net zéro. De quelle façon est-ce que vous contribuerez à la revitalisation finalement des sites miniers? Beaucoup en extrayant, beaucoup en remettant en forme finalement tous les sites. Ouais, donc l'objectif, c'est qu'il reste plus reste plus rien à surface. Okay. Je sais qu'il y a différents endroits qui veulent que les anciens puits miniers soient remplis, différents endroits qui ne veulent pas que les puits miniers soient remplis. Donc on veut s'assurer que le projet, à la fin du projet,
ça soit qu'est-ce que la communauté veut que ça soit. Là. S'ils veulent qu'il y ait un puits parce que ça fait partie de l'héritage, puis c'est beau, puis l'eau est super bleue, comme vous le savez. Ouais, on veut travailler en harmonie avec ce que la communauté veut voir comme projet, puis à la fin de la journée, c'est comme ça qu'on va pouvoir en tirer le plus de valeur. Vous avez parlé de Coalia, de Domitech. Est-ce que vous avez d'autres partenaires régionaux pour vous accompagner dans vos démarches? Oui, c'est certain que 3R Minéral, on travaille étroitement avec eux. On travaille avec SGS à Québec qui nous a aidés à travers beaucoup de tout ce qui est testing analytique puis nos études d'ingénierie. On travaille avec une firme d'ingénierie qui s'appelle Synectic qui vient de la Rive-Sud de Montréal aussi. Puis évidemment les MRC des Thetford Mines, mais aussi la MRC des sources. Donc c'est exactement c'est tout un bel écosystème qui veut faire avancer ce genre de projet-là. Donc on est vraiment choyé d'en faire partie. Oui, il y a le comité du gris ouvert qui a été formé justement cette année et qui est très impliqué dans le domaine, qui va présenter, je crois bien, son plan d'action à l'automne. Mais que je suis les événements de mon côté, tout le parcours de ça. Et mon Dieu, depuis que j'ai entendu parler de décarbonation, c'est comme un plus pour la planète au complet, je crois bien. Oui. En plus de tout cela, est-ce qu'il y a d'autres projets du côté d'Extera? Donc, dans le fond, maintenant qu'on n'est plus en laboratoire avec les résidus mini-amiantés, on travaille déjà sur d'autres résidus, notamment les résidus de Winsome, de l'ancienne mine Stornoway au Québec, qui a des résidus de kimberlite, donc c'est la roche autour des diamants. Ces résidus-là sont assez similaires, si on veut, aux résidus miniers amiantés. Là, ils ont énormément de magnésium. Donc, on travaille sur l'optimisation de notre procédé pour pouvoir minéraliser du CO2 avec ces résidus-là. Puis ça, c'est vraiment la prochaine phase, si on veut, de notre technologie de minéralisation. Là. En ce moment, on utilise du CO2 à haute pureté. Ça va super bien, mais on le sait qu'on peut l'utiliser avec des flux de CO2 directement, sans unité de capture, puis aller directement à la séquestration. Donc, c'est avec la mine, avec les résidus de la mine Stornoway, ils ont une usine de production d'électricité au gaz naturel liquéfié. Ils vont produire des émissions à travers leur génération d'électricité, puis on veut minéraliser directement le CO2 sans unité de capture. Donc ça, c'est une avancée sur laquelle on travaille beaucoup. Sinon, on travaille avec des résidus miniers aussi internationaux. Là. On parle de résidus miniers en Europe, puis en Amérique du Sud, pour se construire un pipeline de projet, là, comme je disais plus tôt. Comment vous évaluez l'acceptabilité sociale en lien avec vos projets? L'acceptabilité sociale, c'est la clé du succès. Là. On fait tout ce qu'on peut pour informer, consulter puis impliquer les citoyens dans chaque étape. Notre but, c'est que la population pas derrière vous. Exactement. Puis se reconnaisse dans le projet aussi, puis l'approprie, puis en tire des bénéfices concrets. Là. À la fin de la journée, c'est vraiment plate quand les projets vont pas de l'avant, surtout quand ils sont rendus au stade où ils sont prêts à construire des unités commerciales, si on veut. Donc, on veut être certain que tout le monde, d'être super transparent, que tout le monde sait où on s'en va, puis éventuellement pouvoir offrir énormément d'emplois, pouvoir offrir un environnement plus sain sans fibre d'amiante, puis des nouvelles opportunités économiques pour la région. Mais quelle est la réception? Vous êtes passé par Thetford Mines sûrement? J'ai vu une entrevue que vous aviez déjà réalisée avec ici à la TV-CRA. Écoutez, vous devez sûrement avoir eu des échos finalement de comment les gens considéraient votre projet. Qu'est-ce qui en est ressorti? Tout le monde trouve ça extrêmement intéressant de première part. Là. Je pense qu'on amène un niveau d'innovation qui a pas été fait dans le passé. Donc, c'est emballant, je pense, pour la majorité des gens. Les plans, comment ça se développe. Donc, on voit un intérêt un super grand intérêt pour le projet. Puis je pense en faisant ce genre de discussion-là, on a gagné plusieurs gens qui veulent suivre notre parcours puis voir comment ça va se développer. Là. Ça, en quelque sorte, créer tout un engouement autour de ça. Oui,
on l'espère. Un engouement positif, ça, c'est certain. Ben, je pense qu'on le sent de notre côté. En terminant, y a-t-il un message que vous aimeriez adresser à la population en général? Je pense que la première chose, c'est de dire merci à la population pour sa confiance, mais surtout sa curiosité et son engagement dans poursuivre notre projet. On travaille extrêmement fort à tous les jours pour bâtir quelque chose de durable qui va profiter à tout le monde, tout en respectant les valeurs locales de solidarité, de respect de l'environnement puis de fierté régionale. Là. On s'entend que c'est toute une région avec tout un historique, puis il faut le célébrer. Donc, on invite vraiment tout le monde à venir nous rencontrer, à poser des questions, puis à participer à ce grand virage vert pour la région de Thetford. Eh bien, merci beaucoup, M. Dufresne. Ça a été très intéressant de vous rencontrer. Pareillement. Merci à vous et on suit le cours de vos projets, finalement, à ce niveau-là. C'est super. Bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.